Bienvenue Adrien Aumont à The Farm. On te reçoit du coup pour la deuxième session de ces Codex Conversations et on te reçoit du coup pour parler avec toi de disruption, de tech et d'art contemporain. Comment est-ce que la disruption touche l'art contemporain? Donc dans un premier temps, on va plutôt parler de KissKissBankBank et de l'impact qu'a le crowdfunding sur la tech et la disruption au sens général. Et dans un second temps, eh bien, tu vas peut-être nous emmener un petit peu sur les sujets d'art contemporain. Mais je te laisse te présenter dans un premier temps. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Adrien Aumont, je suis l'un des trois fondateurs de KissKissBankBank &Co, puisque c'est un petit groupe aujourd'hui qui réunit trois plateformes de financement participatif, qui réunit KissKissBankBank, que tout le monde connaît, Lendopolis, qui est une plateforme qui permet aux Français de diversifier leur épargne en prêtant leur argent directement à l'économie réelle, qui sont nos petites et moyennes entreprises, nos promoteurs d'énergie renouvelable, nos promoteurs immobiliers, etc. etc. Et puis une troisième plateforme qui s'appelle Goodid. Et Goodid permet de faire du don gratuit, c'est-à-dire que vous regardez une publicité, l'argent de la publicité part directement à une association, une ONG ou toute autre organisation solidaire. Et du coup, aujourd'hui, chez KissKissBankBank & Co, finalement, on a toutes les formes de dons, même le don gratuit par la publicité, et puis on a toutes les formes de dette à travers l'Endopolis. Voilà, notre métier, finalement, est un métier neuf, jeune. On a fait partie des pionniers et des créateurs, finalement, de ce marché du financement participatif, puisqu'on a cette année 10 ans. Et nous avons collecté en 10 ans plus de 120 ou 130 millions d'euros pour tous ceux qui entreprennent et tous ceux qui utilisent notre outil au quotidien pour financer leurs projets avec leur communauté. D'accord, ça c'est les trois sociétés cumulées. Exactement. D'accord. Et combien de projets par exemple KissKissBankBank soutenus lors de ces 10 ans d'activité? Si vous prenez toutes les plateformes confondues, on est au-delà des 30 000 projets. 30 000 projets. Ouais, bien plus de 30 000 maintenant. D'accord, donc dans plein de secteurs différents. Dans beaucoup de secteurs différents. Sur KissKissBankBank, vous retrouvez à peu près tous les secteurs de la culture, de la solidarité et de l'innovation. C'est-à-dire 18 secteurs d'activité qui vont de l'audiovisuel, du cinéma, la musique, en passant par l'art, le spectacle vivant, l'entrepreneuriat social, l'agriculture, la restauration, les nouvelles technologies sous toutes les formes, beaucoup de sport, beaucoup d'aventures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublierais? Évidemment toutes les cultures geeks, et puis comment dire, les arts ludiques. Si on pense aux jeux vidéo, si on pense aux jeux de plateau, aux rôlistes, à la BD. Donc voilà, c'est des tonnes et des tonnes d'univers. Et puis je dirais que majoritairement sur l'Endopolis, on retrouve de l'immobilier et on retrouve des énergies renouvelables, beaucoup de parcs photovoltaïques dans lesquels les Français ont envie de placer leur épargne parce que ça fait du sens et puis parce que ça rémunère bien. D'accord. Donc peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené finalement à créer ça, parce que je crois que tu as un parcours qui est atypique. Et finalement, comment tu viens à créer ça, quoi, co-créer. Alors moi j'ai un parcours en effet atypique puisque j'ai arrêté l'école quand j'étais très jeune, à 14 ans, et dans le but, avec la volonté de travailler dans le cinéma. Et du coup, arrêtant l'école très tôt et voulant travailler dans le cinéma, j'ai fait plein de métiers divers et variés. J'ai été acteur, ce qui m'a permis de gagner de l'argent à cette époque-là où j'étais tout jeune. J'ai fait des courts-métrages en tant que réalisateur, j'ai fait des making-of de longs métrages, pareil, pour gagner ma vie aussi. Et puis j'ai fait beaucoup de travaux d'assistanat à la mise en scène, assistant photo. Voilà. J'ai couvert plein de métiers différents pour apprendre ce métier qui est une globalité et une globalité de métiers différents, mais pour faire la même chose, faire des films. Et puis ensuite j'ai travaillé à la télévision, j'étais assistant d'un animateur de télévision important de l'époque, de notre époque contemporain. Et puis ensuite j'ai fricoté un tout petit peu avec le milieu de l'art parce que j'ai suivi des amis qui ouvraient des squats pour des artistes et pour des artistes de qualité et des gens assez exceptionnels que j'ai eu la chance de rencontrer en étant une
une petite souris dans ce monde-là. Hein. J'étais pas un acteur clé de ces ouvertures de squat, mais ni de cette animation culturelle, mais j'étais tout jeune et j'ai pu suivre, c'était assez passionnant. Et puis par la suite, j'ai travaillé un petit peu dans la musique, j'étais pas très très fort, mais j'ai appris aussi beaucoup de ce secteur-là en faisant du management et de l'édition. Et puis avant ça, j'ai travaillé dans la publicité pendant longtemps, où j'étais un petit peu un couteau suisse, puisque j'étais ni directeur artistique, ni concepteur rédacteur, ni planeur stratégique, alors j'étais un petit bâtard. Un petit bâtard de la com. Un petit bâtard dans la com. Et puis, de discussion en discussion, avec ma cousine, Ombline, qui elle travaillait dans la musique, on est arrivé à créer Kiss Kiss Bank Bank, avec donc Ombline et puis avec Vincent, le mari d'Ombline. Donc on a monté une start-up familiale en fait, d'une certaine manière. Et c'est né d'une idée d'Ombline parce que on est à ce moment-là en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2007, en fait, c'est l'avènement du peer-to-peer. Et le peer-to-peer, on découvre cette forme finalement de mise en réseau à travers le partage de fichiers de musique d'un ordinateur à l'autre, permettant aux uns et aux autres finalement d'accéder à une bibliothèque de musique mondiale avec à peu près tous les titres, sans rémunérer cette musique-là. Et donc à cette époque-là, ce grand changement de consommation de la musique met à mal ce secteur d'activité, son modèle économique. Et à ce moment-là, les labels rendent énormément de contrats aux artistes, signent assez peu de nouveaux artistes et voient son volume d'affaires chuter de manière radicale. Et à ce moment-là, ce qu'Ombline constate, c'est que les artistes vont continuer à faire de la musique. Un artiste, c'est pas un métier, c'est une discipline et une passion. Donc les artistes allaient continuer à faire de la musique. Pour autant, les labels n'allaient pas forcément les suivre comme avant. Et donc là, ça faisait un premier problème à régler. Et en même temps, il y avait des signaux faibles qui étaient des signaux positifs à cette époque-là, puisque ça paraît ringard et hyper old school aujourd'hui, mais finalement, le premier réseau social, ça a été MySpace. Le premier vraiment à prendre de l'ampleur, en tout cas, avait une masse critique importante. Et ce réseau social a fonctionné à travers, sur la base en fait, des relations fortes, émotionnelles et passionnées entre les fans de musique et les musiciens. Et donc ça a montré qu'au moment où tout le monde consommait de la musique sans la rémunérer, pour autant les gens se liaient de passion sur MySpace et créaient une relation forte avec leurs artistes favoris. Et en fait, en voyant ça, on s'est dit, c'est assez génial et ça illustrait bien, ou en tout cas une étude illustrait bien finalement ce moment-là. C'était une étude de l'Institut GFK qui montrait que le chiffre d'affaires de la musique s'écroulait totalement et que paradoxalement, une autre courbe montrait que les gens n'avaient jamais autant aimé la musique de leur vie. La courbe inverse, le procédé inverse aurait été dramatique, mais de montrer que la rémunération baisse mais que les gens n'ont jamais autant aimé quelque chose présageait quand même d'un futur plutôt ensoleillé pour le disque. Quand tu dis aimer, c'est aimer, hein, la musique, c'est pas consommer. Aimer. Aimer. Et on le voyait à travers MySpace. Ouais. Les gens allaient énormément à des concerts à cette époque-là. Il y avait des concerts partout. Les gens voulaient être en relation avec leurs artistes favoris et finalement poussaient aussi les artistes à tomber un petit peu de leur piédestal. Donc il y avait une modification aussi du rapport entre fans et artistes qui se produisait, qui se mettait en place à ce moment-là. Mais ça montrait que les gens étaient des malades de musique. C'était une réalité en fait. Donc Ombline s'est dit, et elle s'est dit ça après l'arrivée de Facebook, parce que Facebook était un autre élément important, un autre signe faible important, qui a montré que les gens, ce qui n'était pas le cas sur MySpace, étaient capables de partager des choses extrêmement intimes, des photos de leurs vacances, de leurs enfants, etc. Au début de Facebook, et le début de Facebook, on passe à une autre échelle, à un autre rapport aux réseaux sociaux. Facebook devient un réseau social, on va dire, généraliste, portant finalement sur l'organisation sociale de nos communautés et de nos vies respectives. Et ça a montré que les gens étaient capables de partager un truc très intime. Et que s'ils étaient capables de partager les photos de leurs enfants, ils étaient peut-être capables de partager un autre truc extrêmement intime, qui est l'argent. C'est extrêmement intime, l'argent. Et donc de tous ces signaux faibles, Ombline s'est dit, on va créer une plateforme qui va permettre aux musiciens de se financer directement avec leurs fans,
Et on va essayer de partir sur un modèle de don en échange de contrepartie, parce que cette logique de troc, en fait, préserve le rapport de passion. Alors que si on était parti sur un modèle très économique, comme avait pu le faire à l'époque My Major Company, qui était un des pionniers sur ce secteur, et de dire aux gens, financez un artiste et vous allez avoir récupéré des dividendes, nous on savait que ça ne tiendrait pas. Et limite, ça pourrait même un peu briser la relation entre le fan et l'artiste. Et donc on a pris cette voie d'un financement par des contreparties, par du don et par des contreparties en direction de la musique. Et puis après ça a pris du temps à s'installer. On parlait même pas encore de crowdfunding à l'époque, quand vous avez commencé, enfin c'était une notion qui était en balbutiement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de concept. Il y avait, en fait, on commence à parler de crowdfunding au moment où nous on sort du bois, c'est-à-dire en septembre 2009. Kickstarter sort en juillet 2009. Indiegogo existe déjà depuis un temps. My Major Company est là, mais on ne parle pas encore totalement de crowdfunding. Mais tout va se faire à ce moment-là. Les mots vont se poser et vont devenir les mots-clés à partir de ce moment-là. Mais les 2 ans, on va dire, d'écriture de notre projet, entre 2007 et l'idée d'Amblin jusqu'à l'écriture et la mise en place en 2009, dans toute cette phase-là, il n'y avait pas de mots pour définir ce qu'on faisait, ce qui rendait notre travail d'ailleurs assez difficile de conceptualisation, parce que quand on a une idée, très souvent elle se situe dans un marché qui a un nom, on trouve une concurrence ou des benchmarks, on trouve des éléments auxquels se référer, se comparer et donc se définir. Et nous, on n'a pas eu tous ces éléments devant les yeux parce qu'il n'y avait pas encore de mots pour finalement déterminer ce qu'on était en train de faire. Donc c'était plus difficile que la création d'une autre entreprise. Et en même temps, c'est ce qui aussi était passionnant parce que on n'a pas uniquement créé une start-up ou une entreprise, on s'est créé un peu des nouveaux métiers. Donc on s'est créé des métiers, on a participé avec tous nos camarades à créer un marché qui n'existait pas, à définir un cadre réglementaire, à définir un cadre fiscal. Donc c'est toute une aventure qui, sur le temps long en fait, est une aventure extrêmement complète parce que finalement, avec tous ceux qui y croyaient, on a fabriqué un petit monde, un nouveau petit monde dans l'univers du financement, en replaçant la foule au centre, et donc en replaçant finalement les consommateurs au centre aussi, et puis ou les citoyens, si on prend ça sous un autre angle, et avec cette volonté de redonner du pouvoir aux gens sur leurs projets, et puis de redonner du pouvoir aux gens sur leur argent. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça illustre vraiment bien ce concept de multitude. Je ne sais pas si tu es au courant de ce concept évidemment qui a été inventé par Nicolas Collin et Henri Verdier, donc Nicolas Collin, un des cofondateurs de The Family, et qui dit que l'économie digitale, les startups, ont compris que avec notre époque contemporaine, il y avait l'émergence de la multitude et d'un élément de la multitude, c'est-à-dire un individu éduqué, équipé et interconnecté. Et le fait que cette multitude s'organise et se regroupe sur des plateformes, eh ben, elle décentralise la puissance des organisations classiques. Et l'exemple là le plus frappant, c'est l'exemple de la musique que tu utilisais et qui a vraiment bousculé tout un secteur, quoi. Complètement. D'autant plus, et on y viendra par la suite à la suite de notre échange, mais ce concept de multitude doit être certainement aussi analysé dans le monde de l'art et de l'art contemporain, parce qu'on en est à l'inverse total. Très peu visible dans l'art contemporain. C'est-à-dire c'est très très peu visible, mais on va pas griller les étapes, mais ça démontre certainement que l'art contemporain n'est pas rentré dans son époque. Mais on y viendra. Mais en effet, ce principe le crowdfunding épouse cette logique, ce concept de multitude, mais moi j'aime bien aussi reprendre des plus vieux concepts comme le rhizome par exemple. Le peer-to-peer et le rhizome c'est assez proche comme forme, comme architecture finalement de société et comme architecture d'interaction. Et du coup on passe à cette époque-là, on y est maintenant, mais dans ces 2007-2009, on passe aussi d'un monde quand même assez vertical, en tout cas d'informations tombantes, à un monde qui tente à s'horizontaliser un peu plus,
à répartir, on va dire, j'aime pas l'idée de répartir le pouvoir, parce que c'est pas l'idée, mais de répartir les flux entre un citoyen et un autre, et on passe d'une confiance interinstitutionnelle à une confiance interpersonnelle. Donc ça redistribue comme pas mal les cartes en fait. Et c'est à travers cette architecture de réseau, à travers le peer-to-peer, à travers ces réseaux sociaux qui deviennent les organisateurs de notre vie sociale, que le crowdfunding a pu émerger, mais émerger, en tout cas passer à une échelle qui rend ce moyen de financement très intéressant et universel. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on n'a pas inventé grand-chose, nous, acteurs du crowdfunding, si on part du principe que le financement participatif se fait depuis la nuit des temps. On connaît l'histoire de Mozart, on connaît l'histoire de la Statue de la Liberté, on connaît l'histoire de Shadows, le premier film de John Cassavetes, mais ces exemples en cachent beaucoup d'autres. Je crois ne pas dire d'erreur, ne pas dire de bêtises si je parle du financement à l'époque des films de Jacques Rivette, qui se faisait à peu près de la même manière, avec des contributions en dons ou en capital un peu rapide, fait en friends and family. Je veux dire, se transmettre de l'argent d'une poche à une autre sans passer par une organisation, quelle qu'elle soit, ça existe depuis la nuit des temps. On a juste fait passer ça à une toute autre échelle. Et pour reprendre finalement deux autres exemples qu'on cite souvent, nous, et puis qui nous ont permis aussi d'éduquer sur notre métier, si on prend la Statue de la Liberté, en tout cas le financement de son socle, qui à l'époque était à hauteur de 400 000 anciens francs, et qui a été réuni grâce à un journal qui a fait appel aux New-Yorkais en disant payons ce socle si on veut que cette statue arrive chez nous. Et ce journal s'est fait l'écho de ce besoin et a fédéré les foules. Par la suite, John Cassavetes, quand il fait Shadows, il fait un appel à la radio. Et on est en 56 ou 58 et le message qu'il envoie aux auditeurs, c'est si vous avez enfin envie de voir un film qui vous ressemble, envoyez $1 à cette adresse. Il a reçu $2000 et il a fait Shadows, avec l'aide d'acteurs amateurs venant de l'école l'école de théâtre amateur qu'avait créée avec Gina Rolland. C'est plein d'éléments de do-it-yourself, comme peuvent le dire les Américains. Nous, on dirait System D. On a toujours une sémantique plus défensive qu'eux. Mais c'est la radio à ce moment-là qui fait l'appel au grand public. Donc un journal, ensuite la radio. Et puis nous, c'est Internet, mais c'est surtout les réseaux sociaux. Donc voilà, les technologies d'information ont permis de passer à des échelles plus importantes sur un financement communautaire, et nous en sommes les pionniers de cette nouvelle ère. C'est ça. Donc le financement finalement. Donc en fait aujourd'hui, même si vous avez donc, comme tu dis, créé quelque chose de tout nouveau, une industrie nouvelle avec son système régalien, avec son système qui s'organise, comment est-ce que vous vous considérez? Est-ce que c'est plutôt c'est une action évidemment d'entreprise, donc évidemment vous avez des logiques d'entreprise, mais est-ce que vous êtes plutôt vous vous considérez plutôt en termes de banque, en termes de facilitateur, de mécène? Comment est-ce que vous vous voyez, si on devait reprendre des schémas classiques? Alors, justement, pour rentrer dans les schémas classiques, c'est assez difficile parce que c'est quand même une hybridation, ce modèle. Ce qui fait que se définir comme une banque, non, puisque nous ne sommes pas le coffre-fort de l'argent et nous ne sommes pas, nous, décisionnaires de ce qu'on fait de l'argent des gens. Donc, sur cette définition sur une définition de la banque centralisée, non. En revanche, une logique de dire qu'on est une sorte de banque décentralisée où chacun ait son propre wallet, chacun ait son propre portefeuille et on passe d'un portefeuille virtuel à un autre portefeuille virtuel du coup on attribue son argent là où on le souhaite et on reprend du pouvoir un petit peu encore une fois sur son fric, mais aussi en tant que porteur de projet on découvre un nouveau champ des possibles qui permet d'avoir une source de financement complémentaire ou alternative à un plan de financement traditionnel, fait de nous une sorte de banque en peer-to-peer, d'une certaine manière. Après, on ne se définit pas comme ça parce qu'on n'a pas envie de compliquer le message. Donc, j'ai tendance à résumer assez souvent notre métier par une chose très simple,
Notre taf, c'est d'installer des câbles entre les gens pour qu'ils puissent se transférer de l'argent et réaliser leur projet le plus facilement possible. Donc on interconnecte les gens avec comme postulat le financement des projets qu'on réalise dans notre quotidien. Donc il est assez simple finalement notre métier. Et une fois qu'on a installé des câbles, une fois qu'on a câblé les gens entre eux, eh bien les choses ne se font pas toutes seules. Et notre métier devient un métier d'animateur. Aider à la circulation, aider à ce que un porteur de projet puisse se financer auprès de sa communauté en lui donnant tous les bons conseils, tout l'accompagnement, tout le coaching nécessaire à la bonne présentation de ce projet à sa communauté. Et puis, à travers des partenariats qu'on monte sur des secteurs d'activité précis, on arrive à se lier avec des experts de ces secteurs, et donc on arrive à animer aussi des communautés dans le cinéma, dans la musique, dans le design, etc., avec des experts. Et donc, pareil, grâce à ça, on met de l'huile un petit peu dans les tuyaux pour faciliter, encore une fois, le financement des uns et des autres par les uns et les autres. Donc finalement, votre matière première, c'est vraiment les projets. C'est les gens, que ce soit en termes de financement, ceux qui apportent le financement ou ceux qui apportent l'idée. Donc en fait, pour émerger, vous aviez une notion de faire connaître la plateforme et d'inviter le plus de gens à participer, le plus de gens à rentrer les projets. Et est-ce que par exemple, tu as un secteur qui était beaucoup plus dynamique dès le début? Comment est-ce que tu vois un peu l'évolution maintenant depuis ces 10 ans des secteurs dans la plateforme? Alors, les secteurs les plus dynamiques aujourd'hui sont ceux qui ont été les pionniers, en fait, qui ont été les premiers à utiliser notre système. C'est la musique, c'est l'audiovisuel et le cinéma. C'est les deux secteurs les plus dynamiques. Je crois que c'est à peu près pareil sur toutes les plateformes et à travers le monde. C'est pas forcément les deux secteurs qui vont collecter le plus d'argent, parce qu'il y a des secteurs qui font des montants par projet très très hauts, où il y a beaucoup de préventes, etc. Mais si on reste avant les torsions de notre modèle, mais si on reste sur la base, ces deux secteurs extrêmement dynamiques sur à peu près toutes les plateformes dans le monde en nombre de projets. Et donc ça veut dire c'est-à-dire que l'écosystème se finance comme ça de manière générale. On a le spectacle vivant qui, contre toute attente, est très dynamique. Et puis on a la solidarité qui nous a pas attendu pour se financer par du mécénat et par des dons, mais je pense que le financement de la solidarité a été boosté aussi fortement par l'arrivée d'acteurs comme KissKissBankBank et de nos méthodologies qui, à mon avis, ont apporté beaucoup aussi au secteur de la solidarité. Et pareil, il y a un autre secteur qui est absolument exceptionnel dans le financement participatif et qui est là, encore une fois, un peu contre toute attente, c'est l'agriculture. On a énormément de projets. Alors, j'ai envie de dire dans l'alimentation, plus largement, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette. On parle d'agriculture, on parle de transformation, on parle de restauration, on parle de tout ce monde-là qui se finance beaucoup chez nous. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse à titre personnel, c'est l'agriculture? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça m'intéresse beaucoup, mais parce que l'agriculture est en grande difficulté et que dans le monde dans lequel on vit, de s'intéresser à l'agriculture, c'est certainement très important pour notre futur. Et puis quand on parle d'agriculture, on parle d'écologie. Quand on parle d'agriculture, on parle de bouffe aussi. Donc, c'est très pratique, pragmatique, quoi. Pragmatique, et puis même d'art de vivre. Donc c'est un secteur qui me passionne parce que c'est aussi bien un secteur important pour la société, important pour notre futur, et en même temps c'est un secteur de plaisir, de gourmandise, de vie en communauté, de vie en société, de bien manger. Et donc oui, je suis assez familier de tous ces mondes-là, assez passionné par tous les challenges qui attendent ces secteurs-là, qui sont en grande mutation. Mais je suis passionné par plein d'autres secteurs. Notre métier est assez génial parce qu'on a la chance... D'un truc à l'autre, quoi. Ouais, et d'être une sorte de petit observatoire.
parce que 10 ans à travailler avec plus de 18 secteurs d'activité en France et puis dans d'autres pays, ça nous donne une vision, une hauteur sur finalement notre société qui est assez géniale. Et puis après, plus pratique, plus quotidien, il y a le fait d'avoir la chance d'être avec un navigateur, un explorateur après, un grand journaliste qui lance un média passionnant, un documentariste qui prépare un film génial, un acteur de l'innovation sociale qui est en train de craquer un problème de société et nous on le rencontre au tout début. Ouais, t'es au cœur de la force vive, quoi. On est au cœur de la force vive, Ouais. on est au cœur des entreprenants, on est au cœur des gens qui font, donc c'est un métier génial. Ouais. Ok, d'accord, c'est bien. Donc en 10 ans, vraiment, là on a quand même la chance d'avoir 10 ans d'existence en analyse finalement. Et je crois savoir qu'au début c'était compliqué, que vous avez mis vraiment longtemps à trouver votre business model et à ce que ça se rôde, je crois 3-4 ans, il me semble. Hein. Ouais, je dirais que c'est ça. C'était ça. Hein. En fait, on va dire que c'est 3 ans, une fois qu'on est en ligne, c'est 3 ans avant qu'il y ait une traction importante et qu'on se dise qu'on est sur la bonne voie et qu'on ne s'est pas trompé. On était convaincus qu'on ne s'était pas trompé depuis le début. Mais au moment où les chiffres commencent à valider nos pressentiments, il faut 3 ans. Mais bon, nous, c'est 2 ans d'écriture avant. Donc c'est 5 ans. Ouais. 5 ans avant que d'une idée, on arrive à une traction et à quelque chose qui devient concret. Ça a pris du temps. Et ça a pris du temps parce que c'est pas simplement un réseau social, c'est pas simplement un outil qu'on utilise hyper facilement en 2 secondes, on crée sa page projet, etc. C'est plus impliquant que ça. Parce que les gens qui viennent se financer chez nous, même si l'outil est le plus simple du monde, eux sont en train de faire quelque chose d'impliquant dans leur vie personnelle. Ils sont en train d'entreprendre. Donc ils sont en train peut-être d'entreprendre le projet d'une vie, pour d'autres le projet d'une année. Mais du coup, les choix qu'ils vont faire pour réussir à mener à bien ce projet sont clés. Et quand vous arrivez et que vous dites « Ah, nous on a un nouvel outil, on va se financer avec sa communauté, tu vois, c'est hyper simple, c'est super sympa, machin. » Est-ce que je vais utiliser un outil totalement nouveau pour financer un projet qui est le projet d'une vie ? C'est compliqué comme choix. Et donc il y a un temps d'adaptation pour que les gens trouvent ça normal de le faire, de l'utiliser pour réaliser un projet très important. Donc il y a cet aspect-là qui est clé dans le changement des mentalités et l'adoption d'un nouvel usage. Et puis après, il y a un autre truc, c'est qu'en France, les gens ont eu la sensation qu'au tout début, en fait, que c'était un peu comme faire la manche. Qu'ils étaient en train de dire qu'ils étaient dans la merde. Alors que c'était pas du tout le but. Et qu'il fallait, en tout cas, il a fallu du temps pour que les gens soient plus dans une affirmation que dans une défensive. Et qu'ils disent non, moi je fais du financement participatif, pas parce que je suis dans la merde, parce que je veux me financer avec les gens. Parce que j'ai le plébiscite du grand public ou de ma communauté est important pour moi. Parce que cet argent est un argent intelligent, qui n'est pas simplement du fric dans mon portefeuille, mais du fric donné par une communauté qui va pouvoir m'apporter des choses aussi sur mon projet. Et puis ils se sont rendus compte que c'était aussi un bon moyen de tester son projet sur son marché, sur sa communauté. Donc en fait, il a fallu du temps pour expliquer toutes les vertus du financement participatif, que ce soit adopté par des early adopters, que ces early adopters finalement rassurent un peu plus le grand public et que ça devienne un incontournable. Voilà, il faut du temps pour changer les usages. Et on a pris ce temps, on a fait, je pense, un bon travail en parlant aussi de nos camarades sur notre marché. On a fait un bon travail de pédagogie et d'évangélisation pour faire comprendre que c'était un moyen de financement qui avait de l'avenir et puis qui était, comme je viens de le dire, extrêmement vertueux. Pour vous dire où ce marché en est et potentiellement là où il va, déjà le premier point, c'est de faire un petit état des lieux. L'état des lieux, sans rentrer dans les précisions sur les chiffres, mais en gros, tout a commencé par le don en échange de contrepartie. Le don existait depuis toujours.
les outils pour faire du fundraising à travers des dons sur du digital existaient déjà. La nouveauté, c'était de dire, on fait du don en échange de contrepartie, donc ça veut dire qu'on peut aussi faire de la prévente, ce qui est quand même un point très important, encore plus si on parle d'art ou d'art contemporain. Donc on peut faire de la prévente, on peut faire du don pur, on peut faire du don avec contrepartie. Donc toutes les formes de dons ont été très utilisées au démarrage et tout a commencé par là. Et puis ensuite, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait d'autres outils pour financer d'autres typologies de projets. Et la question s'est posée de se dire comment on peut financer les entreprises. Et les entreprises se financent ou par de la dette ou par de l'investissement en capital. Donc, le crowdfunding, le financement participatif, finalement a créé ces outils-là en les présentant à la foule et en permettant à la foule de prêter son argent à une entreprise ou d'investir son argent dans une entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle, pour ce qui est du prêt, le crowd lending, et c'est ce qu'on appelle pour l'investissement au capital, on appelle ça du crowd equity. Donc en gros aujourd'hui, il y a du don, il y a de la dette et il y a du capital. Et il y a tous les outils pour le faire, sur à peu près toutes les formes que ça prend. Il y a le cadre réglementaire pour le faire et il y a des plateformes qui opèrent sur ces trois secteurs, sur ces trois grands secteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde peut avoir recours au financement participatif. Un particulier, une association, une entreprise, quelle que soit sa taille, et je rajouterai en plus des collectivités territoriales qui peuvent aussi utiliser nos plateformes. Donc, tous les outils financiers sont là pour servir tous ceux qui ont besoin de lever de l'argent ou de faire passer de l'argent d'une poche à une autre. Maintenant que tous ces outils sont en place, eh bien, il faut réussir à toucher plus de monde. Aujourd'hui, je veux dire, sur 65 millions de Français, je pense qu'il y a à peu près 10% d'entre eux qui font du crowdfunding. Que ce soit à l'initiative d'un projet ou en étant financeur. Et je suis un mauvais élève parce que je ne suis pas venu avec le baromètre de notre secteur du moment qui donne des chiffres beaucoup plus précis. Mais c'est à peu près ça les grandes masses. Donc vous voyez, il y a un travail encore énorme à faire pour réellement démocratiser le financement participatif. On y travaille, tous nos camarades et concurrents y travaillent et ça va venir. Mais comme c'est un grand changement d'usage, ça prend du temps. Voilà. Donc c'est pas un pic hyper fort et soudain, mais c'est une lame de fond qui va prendre du temps. Et au bout d'un moment, on fera tous du financement participatif et on se financera tous d'une manière ou d'une autre à un moment donné par une plateforme de dons, de dette ou de capital. Ça, j'en suis certain. Mais en revanche, ce sera jamais une alternative totale à tous les autres modes de financement. Parce que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est quand j'entreprends, je souhaite avoir le plus de possibilités de financement possible et qu'elles soient les plus diverses et variées. Donc c'est chouette de pouvoir avoir du crowdfunding, de pouvoir avoir la banque, de pouvoir avoir des financements privés, de pouvoir avoir une mixité des financements. Ça rend toute personne qui entreprend plus fort. Bien sûr, parce que le but c'est de sortir le projet. Quoi. Après, évidemment, on peut avoir différents financements, mais le but c'est de créer. Quoi. Okay. Exactement. Donc voilà, c'est une nouvelle corde à l'arc des financements existants et à l'arc de ceux qui entreprennent et qui ont besoin de monter un plan de financement. Voilà. Mais pour certains, c'est aussi un nouveau champ des possibles, parce que c'est aussi un mode de financement émancipateur. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le moule traditionnel et qui là trouvent une voie avec laquelle ils sont très à l'aise. Il y a aussi quelque chose dont tu parles souvent, c'est cette fracture d'usage. Donc finalement, 10%, on estime à 10% le nombre de personnes qui ont recours au crowdfunding. Donc c'est 10% qui ont compris, qui ont appris à connaître ces modes. Et finalement, il y a une grande partie de la population qui sont en fracture d'usage, donc qui ne connaissent pas. Et évidemment, jusqu'à peut-être, je ne sais pas quand on peut le dater, mais le secteur de l'art contemporain qui n'est peut-être pas en fracture d'usage, mais je vois que mais du moins a du mal à envisager cette source de financement justement. Peut-être qu'on peut basculer sur ce sujet. Alors, il y a
il peut y avoir plusieurs types de fractures d'usage. Je ne dirais pas que le secteur, que le monde de l'art contemporain est en fracture d'usage tel que je l'ai défini et il est dans une autre situation. La fracture d'usage dont je parle est la suivante. Notre génération a beaucoup entendu parler de fracture numérique. C'était la couverture de notre territoire. Aujourd'hui, pas encore partout, hélas, mais on est presque avec une couverture numérique, presque celle optimale. Donc on est tous connectés à Internet par tout type d'outils. On a un téléphone toute la journée tous dans la poche qui est connecté à peu près à tous les réseaux sociaux et toutes les applications nécessaires. Pour autant, on n'est pas devenus on n'est pas tous des grands utilisateurs de tous ces nouveaux outils. Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on est hyper connecté toute la journée sur Facebook et les réseaux sociaux qu'on utilise bien ces outils. Ces outils permettent de faire beaucoup de choses. Le numérique permet de faire beaucoup de choses. Si en France, on a des gens qu'on ne forme pas à ces nouveaux usages et à ces nouveaux outils, on va fabriquer des laissés pour compte. Et des gens qui ne pourront pas bénéficier de cette révolution digitale. Et pour faire beaucoup de terrain, pour beaucoup voyager en France, on a une fracture d'usage qui est extrêmement importante. Et malheureusement, notre fracture d'usage est très souvent dans des milieux sociaux qui sont déjà des milieux en difficulté. Que ce soit du périurbain, du rural, on a des gens qui ne sont pas forcément formés à tous ces outils. Et il faut qu'on arrive à remédier à ça. Il va falloir qu'on ait une école du digital, je ne sais où. Il va falloir qu'on forme mieux nos citoyens à tous ces outils et qu'on se débrouille surtout pour que le déterminisme ne soit pas toujours au même endroit et que ce ne soit pas toujours les mêmes populations qui se retrouvent sur le bord de la route. Bon. Une fois qu'on a parlé de ça, ce sujet il me tient à cœur pour une raison très simple. C'est pas notre métier d'enrayer cette fracture d'usage. Hein. Malheureusement, on a plein de trucs à faire et on peut pas s'y atteler, même si on a fait énormément quand même sur le sujet et que les formations qu'on donne tous les jours à travers toute la France au financement participatif qu'on donne de manière gratuite, hein, pour que les gens utilisent au mieux nos outils, je pense à participer quand même à enrayer cette fracture d'usage. Mais on fait ça avec nos petits bras, sûr, à notre échelle. Ça, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'un outil comme le nôtre, eh ben, il est émancipateur et d'une certaine manière, il redonne du pouvoir aux gens. Et ça me fait toujours un peu chier quand je vois que c'est toujours aux mêmes personnes que le pouvoir est redistribué en fait. Et que c'est à partir du moment où tu as toute une frange de la population qui est en fracture d'usage et qui ne peut pas se financer en utilisant un outil comme le nôtre, aux mêmes proportions que d'autres gens de classe sociale un peu plus riches, un peu plus éduqués, etc. Ben là, c'est que notre outil, il n'a pas son utilité totale en fait. Et finalement, tu te cales sur un modèle qui existe et finalement, sans le vouloir, tu le perdures. Quoi. Exactement. Et donc ça c'est, mais bon, c'est plus moi en tant qu'entrepreneur qui a la sensation qu'il y a un truc qui manque. Mais on ne peut pas tout faire et il ne faut pas que ça empêche de dormir non plus. Mais c'est un point important. Après, il y a des secteurs d'activité, sans parler forcément de fracture d'usage, qui ont moins que d'autres emboîté le pas du numérique, du digital et de ce que ça comporte. On peut parler de l'art contemporain, on peut parler de la culture en général. La musique et le cinéma sont très en avance sur tout ça. Mais Adopi n'est pas loin. Il y a une philosophie quand même de rapport au digital, un peu d'agressivité ou de peur, parce que c'est des secteurs qui ont été mis à mal aussi par ces nouvelles technologies de l'information. Donc il peut y avoir une peur, il peut y avoir plein de choses. Je ne suis pas sûr que la culture soit totalement entrée dans son époque. Et pour parler d'art contemporain, on n'en a presque jamais sur KissKissBankBank, on n'en a presque jamais eu. Je ne dis pas que ça ne définit pas la qualité d'un secteur ou sa modernité. C'est une constatation, quoi. Mais c'est une constatation, et cette constatation, elle, finalement, moi j'ai la sensation
qu'on en revient à cette logique de multitude. Quand on fait un album de musique, on a envie de le faire écouter au plus grand nombre. On a envie d'avoir le plus de gens possible qui achètent, qui écoutent votre musique en streaming. On a envie d'avoir le plus de gens possible qui viennent vous écouter en concert. Quand vous faites un film, c'est la même chose. Vous avez envie d'avoir du monde dans les salles de cinéma et du monde devant leur écran en VOD ou je ne sais où. Vous faites du théâtre, de la danse, vous avez envie de remplir vos salles. Vous êtes un agriculteur, vous avez envie de vendre vos produits au plus grand nombre. Vous faites un restaurant, vous avez envie de remplir votre restaurant. Et je pourrais continuer ces exemples sur les 18 secteurs. Indéfiniment. En revanche, quand vous êtes dans l'art contemporain, je parle même des artistes, vous n'avez pas forcément le souhait d'être connu ou visible ou aimé du plus grand nombre. Pas du tout. Il y a finalement assez peu d'artistes, parmi lesquels il y en a assez peu qui sont représentés par des galeries. Parmi ces galeries, il y en a assez peu qui ont un rayonnement international, mais même une cote. Donc le marché, finalement, à la fin, l'élite du marché est toute petite et se tourne vers très peu d'acheteurs. Donc c'est un marché qui est très dense, mais qui est sur une toute petite superficie, en fait. Il y a très peu d'acteurs qui vivent de ce marché, et il y a très peu de gens qui achètent de l'art. Notre rapport en France, en plus, est d'ailleurs assez différent que dans d'autres pays. Mais on a une logique qui est dans une logique quand même assez... je voulais employer un mot moins... J'allais dire spéculative, mais on a une démarche très commerciale, en fait, en France. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a pas des gros moyens, on n'achète pas d'art. Il y a un a priori, c'est ce que tu dis. Il y a un a priori, et c'est pas pour moi. Si j'ai pas de gros moyens, c'est pas fait pour moi. Je rentre pas dans une galerie parce que c'est pas très accueillant et puis je n'ai pas les moyens. Il y a une distance qui est créée en fait entre le public et l'art contemporain qui, je pense, ne sert pas l'art contemporain si on se pose sur le temps long, ne sert pas les artistes, ne sert pas leurs propos. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est très concentré, quoi. Je veux dire, 80% du marché se fait avec 20% du public. D'ailleurs, c'est des ratios qui doivent être encore plus hardcore que ça. Mais c'est pour reprendre cette règle des 80-20, en fait, qui démontre un dysfonctionnement d'un marché. Et c'est le cas dans ce marché-là. Et tu ne penses pas que ça a toujours été le cas et que c'est le propre justement du marché de l'art contemporain qui a besoin de créer des institutions fortes, qui sont des institutions de légitimation, de fixation des cotes et qui justement ne peut pas être touché par cette multitude? Ça a toujours été le cas. Mais à partir du moment où on est dans un réel monde de la multitude, et ben un gap se crée entre ce secteur d'activité et le monde tel qu'il se construit, tel qu'il s'organise. Donc moi, finalement, je ne suis pas du tout assez expert pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. Je dis juste que sa structuration, tel que son fonctionnement en fait, actuellement, rend très difficile la digitalisation ou le fait d'emboîter le pas de ce monde en peer-to-peer, de ce monde sous la forme du rhizome, etc. En fait, c'est pas possible pour l'instant. C'est trop anecdotique, je ne vais pas vous parler de ça, mais j'ai eu beaucoup de discussions avec des artistes, en fait, parce que je pense que c'est eux qui ont la clé de tout ça, et c'est eux qui sont, je trouve, dans une position presque d'autocensure, en fait, à vouloir toucher ce marché de l'art contemporain, et donc à faire le travail qui correspond à ce modèle économique. Mais je ne vois pas pourquoi les artistes contemporains n'auraient pas le souhait d'un modèle économique de la multitude, par exemple. Il y a déjà eu plein de choses qui ont été travaillées là-dessus, que ce soit sur des mini-séries, sur des travails autour de la reproduction, de la litho, du machin, il y a plein de choses. Mais ça peut aller plus loin encore. Je prends l'exemple, un artiste qui fait une pièce, cette pièce peut être vendue à une seule personne, peut être découpée en plein de morceaux et vendue à 2000 personnes. Donc on pourrait imaginer ce type même de modèle économique, en fait. On voit très peu ce genre de choses. Et on a la sensation, quand
quand on veut parler d'art contemporain et de multitude, que ça passera par l'art digital, l'art numérique. Mais ouais, d'accord. Enfin, oui, peut-être qu'il y aura plus de logique de multitude à travers l'art numérique, mais il n'y aura pas l'objet, il n'y aura pas plein de choses qui sont pas renvoyées du revers de la main. L'art ne va pas être totalement numérique, c'est pas vrai. Enfin, la plastique est clé, mais un artiste peut avoir cette logique de multitude sans forcément être dans le digital. Tout à fait. Donc je parle plus de philosophie finalement. Est-ce que cette logique de multitude ou de peer-to-peer pourrait apporter à l'art contemporain s'il s'imprégnait de cette philosophie plus que simplement de systèmes d'information, mais de la philosophie que ça apporte. Donc on est dans quelque chose d'autre que la fracture d'usage. C'est une fracture c'est une sorte de convention sans nom en fait, mais qui est présente quoi. Oui, et que tu définissais bien en disant que ça a toujours été comme ça en fait, et que c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Et donc c'est difficile. Et qu'on a garanti. Qu'on a garanti, qu'on a coté, qu'on a tout ça. Donc comment tu redéfinis ou comment tu recrées de la valeur sur une logique de multitude, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais qui doit être posée plus régulièrement. Et peut-être portée plus par les artistes eux-mêmes. Oui, c'est ça. Moi je crois que c'est eux qui ont la clé en fait. Je pense que c'est une manière aussi peut-être de modifier ta manière de travailler, ta manière d'appréhender ton art. C'est de pas juste une réponse qu'on doit laisser au marché en fait. Ça doit partir d'eux et le marché s'adaptera. Le marché il est toujours plus agile. Le marché il s'adapte. L'argent s'adapte, mais il s'adapte à une pratique artistique et s'adapte à un rapport que l'artiste doit avoir vis-à-vis de son public. Je discute avec beaucoup de jeunes artistes contemporains qui n'ont pas d'Instagram, qui n'ont pas de réseaux sociaux en fait. Moi je suis toujours un peu choqué. Et ils me disent mais non, mais moi mon travail je le vends pas comme ça, je présente pas mon travail sur les réseaux sociaux. Et je comprends très bien leur démarche très très souvent. Et en même temps ils sont tellement nombreux à avoir cette démarche que ça pour moi ça définit plus en effet une convention que quelque chose de vraiment fort ou d'important pour préserver leur art. J'ai vraiment l'impression que c'est de l'ordre de la convention. Oui, parce qu'au 19e, quand tu avais l'Académie des Beaux-Arts, tu avais toujours le jury dans l'Académie des Beaux-Arts, et on s'aperçoit que finalement, au cours du 19e, quand la majorité des jurés de cette académie étaient des artistes, eh ben, ils étaient beaucoup plus sévères avec les artistes qui rentraient, avec leurs contemporains, dans ces logiques de respecter les formes, etc. Et c'est comme ça vraiment que l'avant-garde, que les réalistes et ensuite les impressionnistes ont pu exploser, parce que justement les jurés étaient des artistes et faisaient de la censure en fait de ce qui était. Donc c'est vrai que toi, quand tu dis que c'est les artistes qui ont la clé, aujourd'hui avec les réseaux, avec le financement participatif, avec les plateformes, eh ben, ils ont la possibilité, encore une fois, s'ils ont cette connaissance et cette méthodologie, ils ont la possibilité de toucher beaucoup plus. Oui, et de démocratiser leur pratique, et peut-être de retrouver aussi l'amour du public. Ça me paraît assez clé en fait. Il n'y a pas que les musées qui peuvent présenter des œuvres d'art et qui doivent s'ouvrir au grand public. Et il y a un truc, c'est assez culturel, il y a un truc en Belgique par exemple. Je vois beaucoup de gens, de jeunes, qui n'ont pas forcément des moyens démesurés, qui achètent de l'art et qui achètent du design. Sur des montants pas de dingue, correspondant à leurs moyens en fait. Et ils achètent des choses ou parce qu'ils ont une culture artistique, une culture du design assez importante, et donc ils savent quels sont les jeunes mecs, les jeunes artistes qui travaillent sur des choses importantes, et donc savent se positionner au début de leur carrière, et donc payer pas trop cher leur travail, parce qu'ils ont peut-être une éducation plus forte. Mais je crois surtout que en Belgique, en fait, on décorrèle quand même une œuvre qui nous plaît de sa valeur. Ils ne sont pas dans une logique de cote, absolument. Ils aiment ce photographe, ils veulent l'avoir chez eux. C'est un rapport assez simple au truc, mais qui est le rapport le plus logique en fait. J'achète cette photo parce que je l'aime, j'achète cette sculpture parce que je l'aime, j'achète cette performance parce que je l'aime,
Pas forcément parce qu'il y a une cote posée par une galerie qui m'a fait comprendre que je me situais dans ce qui allait popper et devenir ultra rentable. Ils n'ont pas ce rapport-là. Donc ils ont aussi un rapport au beau, ils ont un rapport... Donc je trouve qu'il y a une culture de l'art contemporain qui est plus généralisée et qui potentiellement peut toucher une logique de multitude plus qu'en France. Mais encore une fois, je parle de quelque chose dont je ne suis pas un expert, donc c'est un sentiment que j'ai, c'est un feeling nourri de signaux faibles, mais c'est absolument pas une vérité ce que je vous délivre là, mais c'est mon ressenti, et aussi mon ressenti pour essayer de comprendre pourquoi si peu d'artistes contemporains utilisent le crowdfunding. C'est aussi pour comprendre ça que je passe par tous ces raisonnements et ces cheminements. Alors justement, un jeune artiste, comment est-ce qu'il peut se saisir de la plateforme et comment est-ce qu'il peut imaginer avoir recours à ta plateforme? Alors déjà, quand on utilise une plateforme comme KissKissBankBank, l'argent ne tombe pas du ciel et ne vient pas des quatre coins du web. Ce qui fait qu'en fait, ça demande en amont d'avoir déjà une communauté. Petite, moyenne, grande, peu importe. Le financement que vous aurez en retour sera proportionnel à la taille de la communauté que vous avez et sa capacité à se mobiliser. Donc il faudrait déjà commencer à se digitaliser. Je parlais tout à l'heure de jeunes artistes qui n'ont pas l'envie d'utiliser Instagram. Eux ne pourront pas faire de financement participatif. Donc ça commence déjà par un petit peu, un minimum, puis en trouvant son angle et celui dans lequel on se sent bien, ça demande un minimum communiquer sur soi-même, et raconter son travail. À partir du moment où les jeunes artistes se mettent à faire ça un peu plus, une communauté va commencer à s'agréger autour d'eux. Des gens qui aiment leur travail, des gens qui ont envie de le promouvoir parce que ça les touche particulièrement, potentiellement des acheteurs, des collectionneurs. On crée cette communauté, et puis après, venir utiliser KissKissBankBank, c'est assez simple. Néanmoins, il faudra trouver le projet qui s'y prête. Puisqu'il y a des contreparties à donner en échange, il va falloir être malin. Si vous faites une statue qui ne peut pas être découpée en 1000 morceaux, qu'est-ce que je peux donner comme contrepartie à tous ceux qui me financent mon prototype ou potentiellement la série, l'œuvre entière? Qu'est-ce que je peux donner en échange si finalement la prévente de mon œuvre est tellement chère que personne ne pourrait la préacheter d'une certaine manière? Et bien là, il y a plein de choses à imaginer. Donc là, on est dans la logique d'un modèle économique d'une œuvre qui n'est pas dans la multitude et qui partira chez un collectionneur. Peut-être 3 exemplaires partiront chez 3 collectionneurs. Donc modèle classique. Modèle classique. Et dans ce modèle classique, il y a des choses à imaginer. Pour arriver à ce prototype, pour arriver à cette série, je suis passé par plein de phases. J'ai un protocole créatif. Dans ce protocole créatif, j'ai plein de petites œuvres d'art. J'ai des croquis, j'ai des miniatures, des échelles différentes, j'ai des erreurs, j'ai des croquis qui m'emmènent dans une impasse, j'ai des modélisations qui m'amènent peut-être dans une impasse, et toutes ces choses, elles ont une valeur. En tout cas, on peut leur donner une valeur à ces choses-là. C'est génial d'avoir un croquis préparatoire. Si vous n'avez pas les moyens de payer une pièce, une œuvre, d'avoir un croquis préparatoire de cette œuvre, ça a une valeur. Ça peut en avoir une. En tout cas, ça peut se marketer comme tel. Je prends un exemple dans la photographie. On s'échappe un peu, mais c'est pas si loin comme monde. Un photographe a une cote sur certains tirages de tel type, numéroté, de temps, etc., etc. Ça va être à un prix élevé. Tout le monde ne peut pas se le payer. Mais potentiellement, ce photographe, pour arriver à cette série, peut-être qu'il a fait 16 polas. Ces 16 polas, ils sont uniques, ils ont une valeur. Dans les contreparties, je peux très bien délivrer ces 16 polas qui m'ont permis d'arriver à cette photographie finale. Ça, c'est... Et là, je parle de financement participatif et comment trouver des contreparties pour donner envie à des gens qui n'ont pas des moyens énormes de venir vous financer. Mais ça pose la question du modèle économique même. C'est-à-dire que je peux très bien travailler sur une œuvre master et vendre plein de périphéries
de mon œuvre à des prix beaucoup plus raisonnables à un grand public. Et donc je permets tout d'un coup à des gens qui n'ont pas des moyens démesurés de venir acheter de l'art. Moi je suis assez partisan de ça. Ça ne change pas le modèle économique, mais ça rajoute des choses qui permettent à un public plus large de s'intéresser, parce qu'ils peuvent s'acheter quelque chose, ils peuvent s'offrir quelque chose qu'ils aiment. Puis ça permet à l'artiste d'avoir une diversification de ses sources de revenus. Tu élargis l'assiette plutôt que de vouloir capter dans le modèle classique une part de l'assiette, quoi. D'accord. Okay. Et il y a les photographes qui ont travaillé là-dessus. La photographie, on part sur des tirages, très peu de tirages pour leur donner de la valeur. Je ne sais plus quel est ce photographe japonais qui a dit mais moi je ne fais pas de numéros. Je vais faire des tirages peu chers, mais je vais en faire des tonnes et des tonnes. Il gagne certainement beaucoup plus d'argent que beaucoup d'autres photographes qui ont préféré continuer à travailler sur la rareté. Donc la multitude peut rapporter beaucoup plus gros que la rareté si on sait s'y prendre en fait, bien sûr. d'une certaine manière. Et donc ça, ce qui est peut-être très intéressant, donc, c'est la clé est chez les artistes. Et je pense qu'il faut retenir, c'est chez le producteur en fait, le producteur de l'œuvre. Clairement. Et les galeries s'adapteront, les collectionneurs s'adapteront. Mais ça doit venir des artistes, évidemment. Et les artistes doivent essayer de s'ouvrir un peu l'esprit et sans tourner le dos à leur galerie et au marché. Elles doivent être plus à l'inspiration des galeries et des marchés et se dire mais qu'est-ce que je peux proposer même comme forme de commercialisation. Et je pense qu'ils doivent réfléchir à ça. Il n'y a pas leur travail d'artiste d'un côté et la commercialisation de leur travail de l'autre. C'est important, je pense, d'avoir une pensée plus globale sur tout ça. Et peut-être que ça peut même apporter des idées sur la formalisation de leur travail, qui peuvent être peut-être des bonnes idées. Tout à fait. Il y en aura des mauvaises, évidemment. Mais du coup, les galeries aussi peuvent venir finalement sur la plateforme. Toi, tu sais que tu avais quelques amis qui ont des galeries d'art contemporain. Quelle est un peu ta vision de leur business model? Mais elles feraient quoi, les galeries? Justement, financer une expo, aider justement à financer des tirages, financer une foire. Quelle est un peu ta vision du business model de la galerie? Et pourquoi les galeries ne viennent pas faire ça? Parce que on est quand même dans un marché où on doit draguer des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils sont 10. On doit draguer 10 personnes. Je caricature, mais vous n'allez pas faire du crowdfunding pour dire j'ai besoin d'argent pour aller faire un salon, pour aller draguer les gens les plus riches du monde. Ils sont mal à l'aise avec ça. Et je les comprends, c'est compliqué. En revanche, de se dire les galeries qui produisent de moins en moins les œuvres, bien sûr, pourraient se dire tiens, on peut faire une belle alliance entre un artiste et sa communauté, et notre galerie et notre communauté, pour coproduire ensemble des œuvres. D'en reprendre un peu plus de présence sur l'amorçage de la chaîne, qui est la production. Oui, il pourrait le faire. Mais se posera la question de dire mais pourquoi la galerie ne le fait pas? C'est éclairant sur ce qu'elle a lâché, sur ce qu'elle a lâché de son métier finalement. Donc ça rend les gens un peu mal à l'aise avec le sujet. C'est pour ça encore une fois que évidemment on peut faire des trucs avec les galeries, c'est évident. Je pourrais passer des réunions entières avec des galeristes à trouver plein d'idées et on pourrait trouver des choses assez intéressantes. Mais encore une fois, ça doit venir des artistes parce que c'est eux qui décident de leur monde. Et c'est un truc de créativité. Tout à fait. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est les mieux placés. Voilà. Et puis c'est pas les organisateurs de l'ordre établi qui vont venir modifier le schéma. On ne peut pas leur en vouloir. Enfin, oui, bien sûr. Il n'y a rien de mal avec l'ordre établi. Mais c'est juste que le changement, la modification de l'écosystème ne viendra pas d'eux. C'est impossible. D'accord. Donc voilà, encore une fois, c'est les artistes. C'est une bonne invitation que tu leur adresses, finalement. Bien sûr. Et puis je pense qu'elle peut être excitante si on prend ça sur un angle positif et pas défensif. Quelle est ta vision de la culture aujourd'hui? J'ai le sentiment, et en même temps c'est plein de paradoxes, parce que la culture est souvent pionnière de beaucoup de changements d'usage, de modifications. La musique était pionnière sur le peer-to-peer, le cinéma
un peu moins, mais ils emboîtent le pas du digital quand même, mais c'est des métiers qui se transforment, etc. Mais j'ai quand même le sentiment que la culture et les artistes aujourd'hui jouent un rôle moins important dans la société qu'il y a quelques années. Les révolutions, les changements de mœurs, les changements d'époque ont très souvent été portés par l'art, par la culture, par les artistes. Et j'ai le sentiment que c'est moins le cas à notre époque. J'ai le sentiment que les changements de société viennent plus des codeurs, des hackers, un peu des entrepreneurs, en tout cas de ce qu'on en raconte, que du milieu culturel. C'est bizarre, mais c'est peut-être notre époque qui veut ça, je sais pas, ou une capacité d'adaptation à une époque qui change, moins forte peut-être dans les milieux culturels. C'est difficile à dire. Mais je vois, j'ai pas d'enfants encore, mais je vois peu d'enfants autour de moi qui veulent être artistes. Et ça me fait un peu chier, ça. Ça me fait un petit peu chier, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas le sentiment que tu peux, quand tu es enfant ou quand tu es adolescent et que tu réfléchis à ce que tu veux faire, il y a une certaine forme, que tu deviennes artiste ou non, il y a une forme de romantisme. À dire j'aimerais être artiste, c'est une position dans la société qui m'intéresse. Aujourd'hui, un gosse va te dire je veux être entrepreneur, je veux être codeur, j'ai envie d'être un entrepreneur d'impact pour améliorer notre environnement. Mais je n'ai pas envie d'être guitariste, j'ai pas envie d'être DJ, j'ai pas envie d'être artiste contemporain, enfin plasticien. J'entends très peu ça. Donc je me dis d'une certaine manière, c'est pas bon, quoi. C'est qu'on a un peu du plomb dans l'aile, quoi, d'une certaine manière. C'est le sentiment que j'ai à un instant précis. Bien sûr. Et encore une fois, c'est du feeling. Ouais. C'est ce que. Il y a un économiste, enfin pas un économiste, un investisseur américain, Paul Graham, je ne sais pas si tu connais, qui a fondé Y Combinator, qui a écrit au début de sa carrière Hackers and Painters. Et lui, il ose même faire la comparaison que le nouveau Léonard de Vinci, c'est beaucoup plus à trouver dans la Silicon Valley que dans la Florence contemporaine, tu vois, ou le Paris, ou le Londres, là où on crée, ou le Berlin, tu vois, si on reprend les communautés artistiques. Je suis entièrement d'accord. Bon, après, Léonard de Vinci, c'est un ingénieur. Oui, mais c'est pas faux. Mais on est dans une dynamique, l'exemple, il est bon, mais oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Je vais prendre un exemple plus politique, mais qui, moi, m'a toujours interloqué. On est pas tout près, là on s'éloigne un peu de l'art contemporain, mais si on prend par exemple le statut de l'intermittence du spectacle en France, c'est un statut qui est absolument génial, mais c'est un statut qui me touche, et qui est absolument génial et qui est défendu c'est un statut qui est défendu par la gauche. On doit maintenir ce statut. Et ce statut, en fait, pour qu'il puisse être rentable, c'est un statut de salarié, de salariat. Et donc, c'est un statut qui n'est adressé uniquement qu'aux techniciens du cinéma, du spectacle vivant, de la musique, etc. Donc les techniciens ont une innovation sociale absolument extraordinaire entre les mains. Et pour autant, moi je pense que cette intermittence du spectacle, sous une autre forme, sous un autre nom, devrait ne pas être simplement pour les techniciens, elle devrait être pour les photographes, les peintres, les auteurs, les architectes, les designers, les créateurs de mode. Enfin, on devrait l'élargir finalement à tous les artistes en dessous de la chapelle du ministère de la Culture. Et ça serait ça être de gauche. C'est de dire que ce n'est pas juste un acquis pour quelques-uns. Non, cet acquis extraordinaire, il faut l'étendre. Et en fait, si tu pars de ce principe-là, tu pars du principe que donc on ne peut plus être sur une logique de salariat, mais on doit rentrer dans une phase d'entrepreneuriat, si on veut que ce soit pour tous. Donc c'est une autre manière de prélever, une autre manière de redistribuer, donc c'est une autre machinerie qu'il faudrait mettre en place. Et pourquoi je vous raconte ça ? Je raconte ça parce que finalement, eh bien, ce modèle-là, c'est le revenu universel, qui est un sujet politique pour
toute la société, Mmh. pas simplement pour le monde de l'art. Mais j'ai rarement entendu des artistes ou des gens dans ce secteur dire « et si on était le prototype du revenu universel ?» Plutôt que de défendre un précaré et de dire « mais en fait c'est le revenu universel et on pourrait nous en être le test, le prototype avant de passer à une échelle plus importante. » Alors là, tu as deux questions, c'est revenu universel ou salaire universel? Revenu Parce universel. que la façon dont tu parles des deux, le revenu universel, ça existe déjà, c'est le RSA. Oh non, parce qu'il est... Il est peut-être pas décent, on peut pas l'appeler décent, parce Et que puis- tu peux pas vivre avec. Oui, mais il n'est pas universel, il est en fonction d'un seuil et Ouais. machin. L'universalité du Ouais. revenu universel, elle C'est est tout le monde à partir de 18 ans. inaliénable. Ouais. Bon, après, on peut, ce revenu universel, ce salaire universel, Mm. il y a plein d'angles très différents, Mm. plus de gauche, plus de droite, Mm. avec des manières de le financer extrêmement différentes d'un pays à l'autre, d'un chercheur à l'autre, etc. Ça a plein de formes. Mm. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que cette pensée sur le temps de travail, sur le temps libre, sur tout ça, les artistes pourraient le porter. C'est un sujet de société, c'est un sujet sur le travail. Mm. Moi, j'aurais rêvé que ce soit le monde de la culture qui vienne porter ce sujet. Parce que ça, c'est un sujet de société. Et ça, c'est un sujet qui nous emmène loin, de prospective. Et je trouvais qu'ils avaient ça à travers l'intermittence du spectacle. Ils avaient quelque chose, en fait, pour pouvoir fabriquer une pensée autour de tout ça. Mais encore une fois, c'est anecdotique et politique, mais c'est juste pour montrer que non, le sujet du revenu universel, il est porté par le milieu des codeurs, des slashers, des gens qui ont plusieurs boulots, mais beaucoup plus dans le monde du web que dans la culture. Donc ces sujets de société sont portés par les gens du web. Je prends un autre exemple comme ça. Pareil, dans le web, on a des incubateurs et des accélérateurs. On incube dans des lieux des entrepreneurs accompagné par une structure qui connaît très bien l'écosystème et qui vous aide à grandir bien et vite pour ceux qui le souhaitent. Finalement, c'est le monde de l'art qui a inventé l'incubation, c'est les résidences. La Villa Médicis, c'est un incubateur d'artistes. Ils ont inventé l'incubation, ils ont inventé finalement le coworking, le tiers-lieu. Oui, tous ces buzzwords un peu. Tous ces buzzwords du moment. Digital, c'est la culture qui a inventé ça. De mutualiser, de travailler pas loin les uns des autres pour s'enrichir. Mais ce qui a fait passer à une autre échelle, c'est le monde du web, qui avait compris que la mutualité, le travail proche les uns des autres, il fallait passer à une échelle beaucoup plus importante parce que c'était bon pour notre société. C'est pas la culture qui l'a fait passer à une autre échelle. La culture est restée auto-centrée sur elle-même. C'est pas dit, mais ça c'est quelque chose pour les autres aussi. Donc voilà, ce genre de petits exemples me font dire en fait, voilà, que la culture n'est pas totalement rentrée dans son époque. Et pourtant, elle fait preuve de créativité tous les jours, c'est un vivier que c'est un vivier extraordinaire. Pas exploité à son full potentiel, Ouais. c'est un peu ça. Ouais. Adrien Aumont, merci beaucoup. Merci Ce sera le mot de la fin. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt.